Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour celles et ceux qui sont restés. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux à être restés ou en tout cas à être arrivés. Pour les nouveaux venus, bienvenue au Climat Libétour. C'est la 3e édition, la 3e année d'affilée qu'on lance à Libération ce festival des enjeux de biodiversité et de climat. On bouge à travers la France. Cette année, on sera dans 7 villes en France et c'est Paris qui ouvre le bal cette année sur la thématique de l'eau. Depuis le début, il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Vous êtes encore très nombreux ici, j'en suis très contente. Pour celles et ceux qui étaient à la discussion juste avant, je crois que ça va faire du bien d'avoir notre discussion là maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu l'un des films de Solal Moisan qui est à ma droite sur pourquoi on se bat, mais c'est organisé notamment, enfin moi la manière dont je l'ai vu, en chapitres avec au milieu, après avoir entendu des scientifiques, après avoir entendu des personnes qui avaient vécu des catastrophes environnementales, des moments de danse. Et quand j'ai regardé, j'en ai un peu la chair de poule. Quand j'ai regardé ce film, les moments de danse, c'était comme si d'un coup, il y avait tout ce qui se passait dans le cerveau qui, hop, passait dans le corps et allait à un autre endroit, comme s'il y avait une espèce de digestion qui se faisait. Et je me dis, après l'intensité du débat, de la conversation qui était là juste avant, j'espère qu'après cette conversation, il y aura un effet de ça passe du cerveau au corps. Et c'est un peu l'idée, c'est pour ça que j'ai créé ce débat en milieu de journée pour digérer à des endroits qui seront chiffrés, sourcés, mais un peu plus corporels. Et il y a 1 an et demi, j'ai fait la connaissance de Christian Lorenzi. Son travail, il n'est pas banal, il est professeur en psychologie expérimentale. Alors moi, à l'ENS, à l'École normale supérieure, moi quand je lis psychologie expérimentale, j'ai un peu l'impression qu'il y a des trucs fous qui vont se passer, mais bon, il n'est pas de question de drogue ni de rien du tout. Dans les grandes lignes, c'est un chercheur qui étudie le cerveau humain dans ses interactions avec l'extérieur. Son thème de prédilection, c'est la perception auditive. Donc par exemple dans un café bondé, comment est-ce qu'on comprend que la personne qui est en face de nous parle, enfin comment est-ce qu'on entend la personne qui est en face de nous, en deuxième plan comment est-ce qu'on entend le brouhaha commun, puis la musique, voilà un peu toutes ces couches qui sont autour de nous. Et au fur et à mesure des années de recherche, Christian Lorenzi s'est rapproché des sons environnementaux, de la forêt, de la savane, des parcs naturels. Et avec plusieurs collègues, ils se sont demandé si le cerveau humain était capable de reconnaître différents sons de la nature. Plus précisément, est-ce qu'un citadin, une personne qui habite en ville, est capable de reconnaître les bruits de l'aube? Une personne qui a vécu en cité pavillonnaire est-elle capable de reconnaître les bruits d'une clairière? Une personne habitant à la campagne serait-elle en capacité de ressentir le coucher du soleil, par exemple, seulement avec des sons? Et ils sont encore au milieu de leur recherche, mais en tout cas, leur première conclusion, c'est que oui, quelle que soit notre origine sociale ou géographique, nous sommes capables en tant qu'humains de reconnaître ces différents sons. Pas forcément de les nommer avec précision, mais en tout cas d'identifier leurs catégories, et ça, je trouve ça assez incroyable. Et donc, du coup, c'est dans cet esprit, dans cette idée qu'on ne connaît pas tout, mais qu'on est capable de ressentir beaucoup de choses, que j'ai voulu donc développer cette table autour du Climat Libétour. Et surtout concernant des enjeux de l'océan qui, depuis Paris, peuvent à certains moments nous paraître lointains et inconnus, ce qui n'est pas complètement faux, ça on le verra. Je m'appelle Maud Benakcha, je suis journaliste à Libération et je suis très heureuse d'accueillir nos 3 invités. Bonjour François Sarano, vous êtes océanographe et plongeur. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont un dont on parlera particulièrement, qui s'appelle « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot », que vous avez coécrit avec Pomme Pernos aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, bonjour à tous. Et j'espère que ce sera plus apaisé que tout à l'heure. C'est l'idée. Je pense qu'il faut pouvoir avoir des moments d'intensité de débat et des moments où on digère.
Jeanne-Marie Desnos, tu es journaliste, tu es autrice du podcast Le Chant de l'extinction, c'est pas facile à dire, Le Chant de l'extinction, qui a été diffusé il y a quelques semaines sur Arte Radio. Merci d'être autour de cet échange. Je te tutoie parce que nous nous connaissons. Nous avons eu une vie professionnelle il y a quelques années ensemble, où j'ai produit plusieurs de tes épisodes de podcast, donc ça paraîtrait un peu étrange que je te vous vois. Et donc merci beaucoup d'être présente pour nous parler de ton travail. Et Solal Moisan, je te tutoie aussi parce qu'on ne se connaît pas, mais ça s'est un peu présenté comme ça dans nos échanges. Tu es réalisateur notamment des films Glacier et de Pourquoi on se bat, dont je parlais tout à l'heure, et cofondateur du collectif Avant l'orage. Merci beaucoup d'être là. Donc merci à tous, merci à tous. Dans cette interview, je vais laisser la parole à mes invités. Je prends une dernière fois la parole parce qu'il y a un petit truc que j'aimerais qu'on fasse, et ça a été un travail de Jeanne-Marie Desnos, parce que dans son podcast Le Chant de l'extinction, en fait, on entend les sons de la faune, de la flore, et pas que, qui disparaissent, sont en cours de disparition, et du coup, on a beaucoup de sons. Et tu as travaillé avec beaucoup de chercheurs qui t'ont partagé ces sons. Et on va en entendre certains. On va faire un petit quiz de 4 sons parce que je trouve que ça remet vite dans la conversation. Est-ce que tu peux lancer le son 1, s'il te plaît ? À votre avis, ça, ce serait quoi ? Alors, il y a peut-être des idées. Donc, Jeanne-Marie, tu es hors course parce que tu connais les réponses. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des idées ? Alors, moi, j'aurais vraiment été incapable de dire ce que c'était. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On ne se moquera pas. Si vous me dites une scie, c'est vrai qu'on dirait un peu une scie. Ah, oui, au fond ? Ah, j'ai une... Hop. Une grenouille. Ça pourrait être une grenouille. Est-ce que toi, tu as une idée ? Une porte qui grince. C'est vrai qu'on dirait vraiment une porte qui grince, ou on dirait une scie. Est-ce que autour de la table, hors Jeanne-Marie qui est hors course, mais est-ce que François Sarano ou Solal Moisan, vous avez une idée ? Je me suis bien trompé. Ah, vous auriez dit quoi ? Moi, j'avais dit une corneille. Une corneille. Solal ? Je crois que j'ai entendu la réponse. Ah, il a entendu la réponse, il a triché. Et donc Jeanne-Marie ? Alors c'est le cri de contact d'un bébé beluga. Les belugas, c'est des cousins des dauphins, il me semble. François, je ne sais pas si tu confirmes. Donc c'est des mammifères marins, et donc c'est un bébé qui appelle sa mère. Et c'est un son, est-ce que tu te rappelles qui l'a enregistré, oui, ou pas ? Alors c'est une chercheuse qui s'appelle Valeria Vergara, qui étudie les belugas du fleuve Saint-Laurent au Canada. Et en fait, elle a étudié l'impact des navires, du bruit des navires sur les communications entre les mères et les bébés. Et elle s'est rendue compte que les bébés entendent 2 fois moins bien, plutôt les mamans entendent 2 fois moins bien le cri des bébés quand il y a des bruits de navires. Et donc ça peut mettre en péril leur retrouvaille et donc la survie du bébé. Merci beaucoup. Je veux bien qu'on écoute le son 2, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Qu'est-ce que quelqu'un veut se tenter ? On a eu les plus jeunes de la salle qui se sont lancés pour proposer des choses, et personne d'autre n'ose. C'est fou quand même. Des plantes. Ouais, des plantes. Est-ce que vous avez une idée autour de la... Non, Solal ? Je pense que je l'ai. Vas-y. Je pense que c'est lié à mon taf, parce qu'en fait, c'est des bruits reconnaissables au cinéma. Je pense que c'est des bruits de glace, quand il y a des choses qui tombent sur la glace, je dirais. C'est le son des lacs gelés. Vas-y. Ouais, c'est le son des lacs gelés. Les lacs gelés, en fait, selon la chaleur, se distendent ou se rétractent, et ça crée des impacts, des craquements qui, en se diffusant dans la glace, provoquent des sons assez incroyables. On a l'impression d'être dans Star Wars. C'est trop beau. C'est fou. Je veux bien qu'on passe le son 3. On n'en a plus que 2.
Alors là, on a une première proposition. C'est évidemment Chewbacca de Star Wars. Ah, ça fait du bien de rire, non? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Oui. Un manchot et au fond, un bébé qui pleure sous l'eau. Est-ce qu'il y a une idée? J'adore quand on pose des cols aux Moi, je invités. partirais plutôt sur une chèvre. Ouais, on dirait un peu une chèvre. François Sarano dit lion de mer ou bébé lion de mer ou éléphant de mer. Je donne la réponse. Ouais. C'est un bébé otari, donc on n'est vraiment pas loin. Ah, c'est la même chose. Bon. Prenez le micro. Normalement, il fonctionne plus. On va le remettre. Je veux bien qu'on le rebranche. Oui, je veux. Et à fourrure, otari à fourrure, c'est ça? De Namibie. Hop, je vais essayer de rebrancher ça. Pardon, mais alors c'est un lion de mer. Et dernier son qui est un petit peu plus long, mais que je trouvais intéressant à écouter dans sa longueur. Alors là, il y a un petit piège, mais allez-y. Les plantes, pour le coup, cette fois? Est-ce qu'il y a un chant d'une plante? Moi, j'aurais dit un phoque. Un phoque. Est-ce que quelqu'un a une dernière proposition? Moi, je voudrais dire dauphin. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Est-ce qu'autour de la scène, il y a une idée en prenant le micro? Non, mais allez-y. Est-ce qu'elle a la réponse? C'est un phoque sous la glace. Non, pas d'idée. C'est ça, c'est des phoques de Weddell qui communiquent sous la glace en Arctique. Et ça fait ces sons-là. Mais par contre, c'est des sons qui ont été modifiés pour que nous, on puisse les entendre. C'est des ultrasons normalement. Voilà, c'était d'où le petit piège. Pardon, alors sans modifier, pas le précédent, mais celui d'avant, si vous prenez un logiciel qui vous permet d'écouter les chauves-souris, la pipistrelle de Kuhl fait exactement les mêmes. Enfin, exactement. En tout cas, ça ressemble bien. J'ai très hâte pendant ce débat dans cette conversation, qu'il y ait des imitations et vraiment, je n'attends que ça, vraiment. Donc, merci beaucoup pour le partage de ces sons, parce que c'est grâce à toi qu'on a pu entendre ces sons. On les entend aussi dans ton podcast Le Chant de l'Extinction, donc voilà, disponible gratuitement sur Arte Radio, n'hésitez pas. Je voulais qu'on passe là-dessus. Je n'ai pas de partenariat avec Arte Radio, mais je pense que c'est important pour pouvoir le retrouver facilement. Il y a une question qui m'importe pas mal, que j'aime bien poser à mes invités. François Sarano, quel est votre sens qui est le plus marqué? Le toucher. J'accorde une très 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 grande importance au toucher, à la caresse, à quelque chose qui permet de communiquer sans mots et qui exprime des choses qu'aucun mot, qu'aucun poème ne dira jamais. Quand deux amoureux se caressent, ils ne parlent pas. Quand je tenais la main de mon père qui ne pouvait plus parler, à peine entendre, on dit des choses tellement fortes, tellement fortes, on a oublié ça. Et ce sont les cachalots qui me l'ont rappelé, parce que les cachalots, qui ont une peau très très sensible, passent leur temps à se caresser. Et tout le monde travaille sur la communication chez les cachalots. Mais ils communiquent essentiellement en se caressant.
Et donc on se dit que ça doit être très 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 important, ce qui se font passer comme information qui va bien au-delà de il y a des choses ici ou des choses là. La communication, c'est ce qui est l'essence même de la vie des organismes. On est liés, donc on communique en permanence. Et il y a les choses les plus essentielles, c'est comme ça qu'on les communique, je crois. Et sur votre rapport au sens, vous y faites attention depuis longtemps ou c'est quelque chose qui a progressé au fur et à mesure du temps? C'est quelque chose qui a beaucoup progressé parce qu'au début, je ne me posais pas cette question. La question que je me disais, c'est quoi? Oh, je le dissèque, je le coupe en petits morceaux. Et j'ai disséqué. Et à force de disséquer pour essayer de comprendre le vivant, je me suis aperçu que j'étais totalement égaré. Et c'est Jacques Perrin et Jacques Puzot, lorsqu'on a commencé le film Océan, qui m'ont dit « La somme des éléments n'accédera jamais à l'harmonie du tout. Et l'harmonie du tout, il ne s'exprime pas comme ça. » Et donc petit à petit, j'ai pris conscience que la communication générale passait par des tas d'autres choses qui n'étaient pas réductibles aux seuls éléments que l'on pouvait analyser. Voilà. Et voilà. Jeanne-Marie, je crois qu'en préparant cet entretien, tu m'avais dit que le toucher, toi, c'était un sens que tu aimerais développer, mais qui pour le moment était assez éloigné de toi. Ouais. Oui, je pense que le toucher, c'est pas le sens qu'on a le plus tendance à développer, mais quand on va en nature, c'est hyper important, notamment pour la reconnaissance. J'essaie de faire des balades de reconnaissance des plantes sauvages. Il y a une partie toucher aussi et odorat qui est assez développée dans la reconnaissance des plantes, et du coup, j'essaie de le développer par ce biais. Mais je suis plutôt quelqu'un de visuel à la base. J'ai un oncle qui est photographe, un frère qui est dessinateur, donc je pense que dans ma famille, on est très axé sur le visuel. Mais en faisant des podcasts, j'ai vraiment appris à développer mon sens de l'ouïe. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, le son permet de développer l'imaginaire, à mon sens, plus que le visuel. Parce qu'en fait, quand on nous raconte une histoire par la voix ou par des sons, on va se faire une image, pas tout le monde, il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité, mais la plupart d'entre nous vont se faire une image mentale de cette histoire. Par exemple, si on raconte une histoire dans une forêt en automne, on va voir les feuilles qui tombent, etc. Si on nous présente une photo d'une forêt en automne, on ne va pas avoir l'univers sonore. On ne va pas se faire cette image sonore. Donc c'est pour ça que je trouve que le son est super intéressant pour développer l'imaginaire et les émotions. Et c'est pour ça que je suis allée vers ce média. Oui, alors que ce n'est pas ton sens le plus développé, voilà, a priori. Donc toi, tu travailles dans le son et ton sens le plus marqué, c'est le visuel. Et l'inverse est à ma droite. Tu me disais en préparant que toi, c'était plutôt l'ouïe qui était le sens qui était le plus développé chez toi. Ça l'est devenu en fait parce que la petite histoire, pour ceux qui connaissent un petit peu les films et les vidéos, il y a une règle qu'on apprend un petit peu quand on commence à faire de l'image. L'écueil dans lequel on tombe souvent, c'est de focaliser à fond sur l'image. Le truc, c'est que si un jour vous faites l'expérience, vous faites un petit film avec votre portable, vous allez voir la différence. Si on filme quelque chose mais qu'on prend mal le son, le truc est très difficile à regarder. Alors qu'à l'inverse, si le son est très très bon, mais l'image est pourrie, ça se regarde, vraiment, même très bien presque en fait, à vrai dire. Et moi, le travail du son, mais je vais avoir le même discours que Jeanne-Marie, c'est la plupart du temps, il y a des choses qu'on n'arrive pas à montrer. Et l'audio a un pouvoir de suggestion incroyable. Et quand il s'agit de faire ressentir les choses, la sensation de ressentir, elle se passe beaucoup plus facilement par le son, étrangement. On pourrait croire que l'image, c'est... parce que c'est... j'ai l'impression que c'est le sens qu'on développe tous, parce qu'on a besoin de ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas fermer, parce qu'on regarde tout le temps, mais quasiment. Mais du coup, le son, pour nous, c'est un élément extrêmement important dans les vidéos et dans les documentaires, surtout quand il s'agit de sensibilité. Là, dans Pourquoi on se bat, il y a une séquence vraiment où on prend le temps d'aller essayer de voir des animaux en pleine nature, donc sans les déranger. Donc on est obligé de les attendre, on est obligé d'attendre qu'ils viennent à nous, c'est pas l'inverse. Et tous ces moments d'attente, en fait, la première chose qui se passe souvent, c'est qu'on les entend avant de les voir. Et ça, c'était un élément hyper important pour nous dans le film, d'avoir des premiers sons et se dire, parce que nous, on l'a vécu comme ça, on est en train de discuter, parce qu'évidemment, pour faire passer le temps, on est obligé de parler, en train de chuchoter, et la première chose qui interrompt, c'est le son de l'animal qui arrive. Parce qu'ils sont beaucoup trop forts, les animaux, ils se cachent beaucoup mieux que nous,
et c'est eux qui nous voient en premier en général. Là, cette fois-ci, on essaye justement de les avoir en se disant que si on se cache bien, ils ne nous verront pas, et c'est souvent leur son qui nous permet de les voir. Et du coup, vous êtes à ce point-là bien caché que donc vous étiez, il y avait Camille Etienne, toi et je ne sais plus quel est le Jérémy Vier, ouais. Jérémy Vier. Vous étiez tous les trois et donc en fait vous avez passé la nuit pour que à 5h du matin vous soyez sur le qui-vive pour pouvoir regarder. Oui, parce que les animaux sont très matinaux, mais ils sont très matinaux notamment à cause de nous, parce que ils ont bien compris que l'humain se levait autour de 9h. Pour ma part 11h, et du coup le fait qu'à 5h du matin en fait tout le monde se réveille, en fait il y a aussi la lumière qui joue beaucoup pour eux, donc on les voit, enfin en fait on les voit pas arriver, c'est-à-dire que là je prends l'exemple il y a plusieurs noms pour cet animal là, mais cette poule noire avec ce bec rouge, en gros c'est un animal qu'on voit très rarement, et en fait il est visible surtout le matin à 5h du matin, et donc on les voit arriver petit à petit. Et on les entend surtout faire des bruits avec leurs ailes, faire des espèces de roucoulements un peu bizarres, avec des petits psh. Tu voulais du bruitage, t'en auras. Allez-y. Et donc du coup, les premiers moments où on voit cet animal, en fait, on ne peut pas le voir, on l'entend parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc moi, j'avais beau essayer de filmer avec ma caméra dans le noir, impossible de le voir. Et donc ouais, on a attendu très longtemps pour avoir les premières images de cet animal, et il est venu, mais pile poil en face. Et je pense que c'est la magie. Pour ceux qui auront la chance un jour de faire des affûts, c'est beaucoup de patience, mais une fois qu'il y a un petit bout d'animal qui sort, une petite tête, déjà c'est une surprise forcément, et c'est surtout un moment donné où en fait presque la difficulté c'est de mettre rec, parce qu'on est tellement, on a tellement envie de voir cet animal-là qu'une fois qu'il est devant nous, on est presque statique, enfin on ne peut plus bouger quoi. Et ces moments-là de rapport avec l'animal sont extrêmement précieux. Sur le rapport avec l'animal et au son, une question que j'avais, c'est quand on est, donc vous êtes aussi plongeur, un, deux, trois, je vais y arriver, trop d'émotions dans cette question. Quand on plonge, c'est quoi le son, qu'est-ce qu'on entend, comment ça fonctionne par rapport au moment où on est sur Terre? Quand on est plongeur, c'est la double détente. Si Cousteau a parlé du monde du silence, c'est qu'effectivement, quand on basculer dans l'eau, et il y a les bulles, il y a un peu de bruit, et tout d'un coup, comme nos oreilles ne sont pas très bien adaptées à l'écoute sous-marine, c'est silencieux. Et puis on entend le bruit de l'air qu'on inspire et de l'air qu'on expire. C'est les premiers sons. Et puis quand on est plus attentif, surtout si on est avec les cétacés, avec les cachalots, alors on entend. Et là, tout d'un coup, on est à l'écoute, parce que ces sons sont dans l'audible. Il y a beaucoup de sons émis par les animaux marins qui sont dans des fréquences qui sont audibles. Même c'est les sons de certains dauphins, ou les chants des baleines. Et elle fait bien mieux que moi, parce qu'elles se mettent souvent face aux falaises, et alors il y a une réverbe extraordinaire. Et puis, il y a des sons qui sont non audibles, comme celui de la baleine bleue, où il est trop basse fréquence, puis il y a des sons qui sont en très haute fréquence. Mais c'est vrai que l'univers marin est un univers extrêmement sonore. Pourquoi? Parce que dans l'eau, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. 2 jours en plein soleil, dans une eau la plus limpide, on y voit à 30 mètres, 40 mètres. C'est comme un jour de brouillard, de épais brouillard à terre. Donc les animaux marins n'ont pas développé la vue. Ils ont développé l'ouïe. Et ils ont développé toutes les expressions sonores qu'ils pouvaient utiliser pour communiquer. Mais c'est d'abord des récepteurs à son. Tous les sons. Il y a des organismes, les poissons, toutes les vibrations, ils les reçoivent par tout le corps. Voilà. Donc les sons sont très, très, très importants sous l'eau. Merci beaucoup.
Jeanne-Marie, avant de te lancer dans le champ de l'extinction, tu as beaucoup travaillé en podcast, notamment sur les podcasts Transfert et Passage, un peu Émotion aussi, dans lesquels tu interrogeais beaucoup de personnes dans le témoignage. Et souvent, non, c'est pas souvent, ces enregistrements sont faits sans aucun bruit autour. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail qui est fait pour qu'on soit dans des salles pour enregistrer qui soient les plus calmes possibles, mais il y a un épisode que tu as fait dans lequel il y avait des sons particuliers. Je veux bien que tu m'en parles parce que j'ai l'impression que c'est un travail qui t'a amené vers le fait de travailler aussi plus le son dans tes créations journalistiques. Et donc c'était un épisode de Passage avec une femme sourde. Et je veux bien que non pas une femme, des parents sourds. Et je veux bien que tu m'expliques comment tu as fait. Alors, avant de revenir là-dessus, je voulais juste préciser aussi un point sur le pouvoir du son quand on parle d'écologie. C'est que, pardon. Voilà. C'est que, en fait, on est un peu inondé d'images de nature sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dans toutes les pubs de voitures ou de parfums. Il y a des paysages incroyables dans le désert à l'autre bout du monde, mais par-dessus ces images-là, il y a de la musique. Et donc, on n'entend pas les sons qui sont associés à cette nature-là, ce qui fait qu'en fait, on les connaît très peu. Et j'aime bien l'expérience du blind test parce que ça montre à quel point, en fait, on ne connaît pas ces sons. C'est-à-dire que un bébé beluga, ça fait le son d'une porte qui grince, mais personne ne le sait, quoi. Et du coup, quand on fait écouter ces sons, il y a un sentiment de surprise et qui provoque tout de suite l'intérêt, qui est peut-être un peu plus facile de convoquer par le visuel, parce qu'on est un peu plus habitué à ça. Voilà. Et pour revenir donc à cet épisode de Passage, effectivement, il y a eu un travail du son, puisque j'ai interviewé donc Marina, qui était une fille entendante, qui a grandi avec 2 parents sourds. Et donc on a interviewé Marina, qui elle a une voix, la voix qu'on connaît, mais on sent dans son histoire et dans la manière dont elle parle qu'elle n'a pas grandi avec des parents entendants parce qu'elle bégaye. Enfin, déjà, en fait, sa voix retranscrit beaucoup de son histoire personnelle. Et on a aussi interviewé ses parents avec des interprètes et on a laissé le son que produisent les personnes malentendantes ou sourdes souvent, donc soit des petits murmures ou le son des mains quand ils parlent langage des signes. Et du coup, c'était une manière de retranscrire aussi leurs émotions à travers les bruits, les sons qu'ils émettent, et de sortir un peu de juste la voix, en fait. Et à quel point est-ce qu'à partir de ces épisodes, ou cet épisode, ou ces épisodes sur le témoignage, à quel point tu es partie avec ça pour développer le champ de l'extinction ? En fait, je suis partie du constat que Transfert, donc un des formats auxquels je participe, c'est 1,5 million de personnes qui écoutent chaque mois. Donc c'est énorme, donc ça marche. Et moi, j'ai appris à faire des histoires pour Transfert qui fonctionnent, qui sont des histoires qui sont basées sur l'empathie, dans laquelle les personnes racontent des histoires de vie au présent, qui racontent des scènes. Donc ça va être, là, je suis dans mon bureau et mon patron, il débarque et il claque la porte parce que j'ai pas rendu ma présentation à temps, ou je sais pas. Et donc on est complètement immergé dans l'histoire. Et je me suis dit, les chiffres qu'on écoute, qu'on entend, qu'on voit, qu'on lit sur les 73% de population d'animaux sauvages qui disparaissent, moi, ça me touche. Mais je vois bien que déjà, même moi, derrière, je n'agis pas forcément, que je les oublie quand même assez vite. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen d'en parler autrement ? Et est-ce que parler avec ce sentiment d'empathie pourrait être une des solutions ? Et donc, ça s'est du coup développé en 2 axes. C'était de ramener dans Transfert des histoires liées à l'écologie. Donc, dans mes épisodes de Transfert, aujourd'hui, j'essaie vraiment de ramener des histoires humaines, mais liées avec le vivant. Et je me suis dit, on va appliquer les méthodes de Transfert, mais pour quelque part faire parler les animaux qui n'ont pas la parole, le pouvoir de parler. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à me dire, je ne vais pas les chiffres, on les connaît, et c'est hyper important de les rappeler, évidemment, c'est essentiel. Mais je vais partir par d'histoires individuelles presque, en fait, de partir de la masse des 73% à mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'individu ? En fait, les animaux non humains, ils ont aussi leurs quêtes qui sont similaires aux nôtres, c'est-à-dire se nourrir, avoir un abri pour dormir, trouver un ou une partenaire. Et ça, en fait, quand on ramène à l'individu, on se sent tout de suite beaucoup plus en empathie. Et ce que j'ai fait, désolée, je suis très longue, mais je non, vais c'est très finir clair. là-dessus. Je crois que ça va. Quand je parle, la scène d'ouverture de mon podcast, c'est le Moa de Kauai, qui est un petit oiseau hawaïen qui a disparu dans les années 80.
Et on a eu la chance d'enregistrer le chant du dernier individu, du dernier Maud Kawai. Ou la chance ou la malchance, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, c'est un chant qui est magnifique, flûté. Et donc, ce mâle, le dernier Maud Kawai, appelle une femelle. Et en plus, c'est un chant qui se produit normalement en duo. Donc, il appelle la femelle et il laisse des blancs en espérant qu'une femelle lui réponde. Et évidemment, aucune femelle ne lui répond puisque c'est le dernier individu. Et évidemment, ce genre d'histoire, ça va s'imprimer en nous et ça va nous toucher beaucoup plus. Ça va rester beaucoup plus que des chiffres. Donc, les deux sont essentiels, les chiffres et les histoires. Oui, et d'ailleurs, tu as continué de travailler avec des scientifiques, peut-être dans cette idée aussi de la place du témoignage, de la place de raconter une histoire et en même temps d'amener des chiffres. Dans ton travail de réalisateur, il y a cet enjeu. Comment est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de moments où tu as allié à la fois les chiffres, à la fois le témoignage? Qui est-ce que tu choisis de mettre devant la caméra pour raconter ça? C'est une grande question parce que c'est vraiment pas évident en fonction des sujets d'avoir des scientifiques qui... on a un gros souci avec la communauté scientifique, c'est que les scientifiques ont vraiment du mal à parler de leurs émotions, puisque leur travail, il est évidemment pas du tout dans l'émotion, ils essayent d'être hyper factuels. Et ce qui est terrible, c'est que au-delà d'une caméra à qui parler, c'est pas tellement ça qui les importe, c'est surtout comment est-ce que les scientifiques, leurs collègues, vont les voir en train de parler de ça. Ils ont trop peur de dire qu'il y a très peu de scientifiques. Nous, quand on est allé en Islande pour leur poser la question, d'ailleurs, petit aparté, mais dans le bateau, il n'y avait pas du tout Internet, évidemment. Le seul truc qui m'a raccroché, c'était les podcasts. Tes podcasts en plus, qui m'ont permis de survivre dans cette traversée de l'enfer. Non, je rigole. De la mer. En gros, quand on est arrivé en Islande, notre point de vue, c'était d'essayer de faire dire à ces scientifiques comment ça les impacte. De se dire, mais vous travaillez sur les glaciers, vous voyez fondre année par année, vous calculez que cette année c'était 50 cm, l'année suivante 70 cm, etc. Vous calculez ce genre de... Je dis ça, centimètres, pas du tout, hein, c'est des mètres en plus. Oui. On a essayé de leur poser la question, qu'est-ce que ça vous fait? Et en fait, très rarement... On a eu des témoignages de leur émotion, pour cette raison-là. Et parfois, on coupait la caméra, et là, ils démarraient tout ça. Et des fois, on arrivait à un petit peu avoir une petite émotion, machin, et ils nous disaient, vous coupez, s'il vous plaît. Enfin, c'est vraiment une sorte de... les scientifiques sont là-dedans. C'est très compliqué pour nous d'avoir des témoignages. Et j'en profite pour en parler, parce que c'est un truc hyper important et que je ne connaissais pas. Il y a aussi comment... parler de choses qui sont impossibles à montrer. Et alors, c'est pas forcément par le son qu'on va le faire, mais par exemple, en ce moment, je travaille avec Claire Nouvian, qui était là toute la journée, sur un concept inventé par Daniel Pauly, qui est un biologiste marin. Il a conceptualisé ça dans les années 90. Ça s'appelle le shifting baseline. En français, ça donnerait un truc du genre l'amnésie environnementale, voilà, écologique, exactement. Et en fait, ce principe-là, ça repose sur un principe assez simple, c'est que, bon, vous savez tous, en 100 ans, on a perdu 70% des poissons, enfin, voilà, on a perdu énormément de masse en termes de poissons dans les océans. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand on pose la question à un pêcheur d'il y a 100 ans, votre avis sur le nombre de poissons dans les océans, ils vont vous dire, putain, c'est incroyable, il y en a partout, c'est énorme la quantité de poissons qu'il y a. Et aujourd'hui, on refait une interview avec un pêcheur de maintenant, il va te dire, c'est incroyable, il y a tellement de poissons dans l'océan. Et en fait, on a une amnésie, on s'adapte, on s'habitue en fait. Et la transmission n'est pas faite sur comment c'était avant. Et donc il y a des espèces qui disparaissent, il y a des espèces qui ne sont plus là. Et aujourd'hui, notre cerveau se dit, n'arrive pas à se projeter dans le passé. Et surtout, l'histoire n'est pas comment on dit, transmise. Je sens que tu as envie de réagir. Allez-y. C'est surtout qu'on considère ce qu'on découvre en premier comme originel. Et donc, on ne perçoit l'évolution que celle qui se déroule au cours de sa vie. Et il n'y a pas de transmission historique de cette évolution. Par conséquent, le référentiel change avec chaque génération. Mais heureusement, beau témoignage, le cri terrible de ce mâle qui appelle fait que ça met un piquet qui arrête cet oubli de la richesse passée. Les films, tout ce qui a été enregistré, les écrits des scientifiques,
sont là pour nous empêcher de dériver. Mais la dérive aujourd'hui est encore plus grande parce que on n'est plus dans le vivant, on vit avec ses écouteurs. Hein, je viens de Valence, je suis arrivé en train. Dans le train, tout le monde avait des choses vissées dans les oreilles et vit dans cet autre monde. Et donc, pour le coup, on n'a même plus de base. Par conséquent, il n'y a plus de référence qui nous permettent de nous raccrocher à ce qu'était la nature ou à l'exubérance qu'elle peut avoir lorsqu'elle est en libre évolution. Et sur ce que disait Solal Moisan concernant les scientifiques qui ont du mal à exprimer et ne veulent pas ne veulent pas exprimer un certain nombre d'émotions. Alors vous êtes certainement dans les exceptions, mais moi, enfin, Jeanne-Marie et moi, on est journalistes toutes les deux, on se retrouve aussi complètement face à ces situations et qui sont extrêmement difficiles à certains endroits, pas de capacité de parler au-delà du cercle des recherches, quoi. Et c'est assez frustrant de notre côté, en tout cas. Si vous aviez interviewé les scientifiques il y a 40 ans, oui, ils vous auraient fermé la porte au nez. Ils ne vous auraient même pas autorisé à rentrer, tellement la peur d'employer un mot imprécis devant leur père, parce qu'il y a 40 ans, les scientifiques, ils étaient jugés par leur père, mais ils n'avaient aucun intérêt pour les autres. Oui. Aujourd'hui, il y a déjà une vingtaine d'années, certains scientifiques se sont dit quand même, on est redevable, on est payé aussi par les citoyens et on doit restituer aux citoyens. Et puis, depuis maintenant une dizaine d'années, et les scientifiques du GIEC sont là pour le démontrer, ils s'engagent. C'est-à-dire qu'on est passé d'un total tour d'ivoire à un engagement léger et maintenant un engagement profond. Il y a des tas de scientifiques qui communiquent très, très, très largement au risque de perdre leur boulot, au risque, je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, au risque de déchoir devant leur père, parce qu'ils se disent « je dois communiquer au plus large ». Et c'est un devoir de le faire. On ne travaille pas pour soi, on travaille pour le mieux de la société. Par conséquent, on doit essayer de trouver les mots les plus pertinents pour communiquer. Et c'est ça qui est très difficile, parce que si les scientifiques utilisent des mots précis, c'est parce qu'ils ont un sens et que c'est pas autre chose. Mais il y a un moment donné où il faut élargir. Mais justement là-dessus, vous avez beaucoup travaillé sur vos différentes créations et notamment littéraires en binôme et souvent avec des femmes. Et justement, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, bon, ça rejoint ce que vous avez dit, mais ok, bah... en fait, ma question, c'est est-ce que vous n'aviez pas peur de perdre du fond en vous alliant à des journalistes, en vous alliant avec des illustrateurs, des illustratrices? D'abord, ça fait 40 ans que j'ai plus peur, hein, je vous ai averti. 40, 45 ans. À partir du moment où je suis passé sur la Calypso et que j'ai souhaité, avec Cousteau, essayer d'offrir le monde. Quand même, les scientifiques n'ont pas le droit de garder le monde et leurs découvertes pour eux. Il n'y avait plus de risque. Et aujourd'hui, je vois que même lorsqu'on fait un effort considérable pour essayer de rendre aimable ce que nous découvrons, eh ben, on reste parfois coincé dans un langage ou une démarche particulière. Donc, s'associer par exemple avec Pomme Bernos pour écrire l'histoire merveilleuse et vraie et authentique du clan de Cachalot de Irène Gueule Tordue, ça a été une richesse. C'est pas moi qui ai écrit le livre, pardon, c'est elle qui l'a fait avec tout son humour, avec son talent d'illustratrice, avec sa quête incroyable et avec sa démarche. La seule chose qu'on s'est dit au départ, c'est il y aura des choses dont je veux parler, de nouvelles, des choses comme ça. Mais on va y arriver avec ton histoire, ta démarche, parce que ce n'est pas la démarche d'un scientifique, c'est une démarche autre, elle est riche, et par conséquent, l'association, la synergie des démarches et des points de vue rendra plus riche et probablement plus accessible cette fameuse histoire extraordinaire des cachalots et, par exemple, de tout ce qui touche à la communication sonore ou à la génétique, ou qui sont des choses relativement complexes. Eh bien, c'est elle qui a mis ça en musique. Formidable.
Et ça fonctionne hyper bien. Je vous conseille de l'acheter. C'est un bel objet. D'ailleurs, il y a une signature à la librairie juste après. Comme ça, c'est fait. J'ai passé le mot. Il y a une image dont je me souviens assez fortement dans S'il te plaît, dessine-moi un cachalot. C'est pour illustrer la taille d'un œil de cachalot. Et en fait, en gros, je crois qu'on met sa main devant nous et c'est à peu près la taille d'un œil. Et voilà, c'est dessiné en taille réelle. Taille réelle. C'est fou. Ah oui, alors ça c'est une idée que j'ai eue il y a très longtemps. Il y a quelqu'un qui avait fait un livre sur les plantes et les animaux de Provence, et en photo, et il avait fait ça à taille réelle. Oh, bon, il ne voit rien, c'est nul. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est juste une idée de génie. Parce que, à force de tout ramener dans des dimensions qu'on peut saisir, on a l'impression, nous, les humains, de contrôler ce monde, de pouvoir en disposer. En 2 mots, ça nous détache du monde. Mais quand tout d'un coup, on est confronté à la taille réelle, ou on est confronté au son réel, on est étonné. Et autre chose sur laquelle je veux revenir, que vous disiez tout à l'heure, les chiffres. Mais les chiffres trahissent le vivant. Combien pèse une baleine? Un cachalot? Un chiffre. 30 tonnes. 0. Oui. Et bien voilà. Pourquoi? Parce que 30 tonnes, c'est vrai, mais c'est cadavres morts sur le pont d'un baleinier. Un cachalot vivant, il ne vit pas sur le pont d'un baleinier. Il ne pèse rien parce qu'il vit vivant dans un milieu où il est en apesanteur. Eh bien, ce chiffre de 30 tonnes trahit ces animaux, d'abord qui sont gracieux, qui sont légers, qui peuvent nager dans tous les sens, qui sont capables de toutes les arabesques, et faire l'effort de comprendre qu'ils ne pèsent rien. C'est faire l'effort d'abandonner notre référentiel pour commencer à les comprendre et à essayer de rentrer dans leur monde. Et on s'aperçoit comme ça que beaucoup de nos chiffres, non seulement ne résument pas, mais ne trahissent complètement les vivants. Et autre chose sur la méthode scientifique. Et ne dites pas François Sarano, il n'est pas rigoureux. Non, non, méthode scientifique obligatoire. Rigoureux, les dates. Et puis après, pour dégager le fait général du bruit de fond, pour pas qu'on dise des âneries, on utilise des méthodes statistiques. Eh bien, les méthodes statistiques, c'est la négation totale de ce qu'est le vivant, qui est singulier. Chaque créature vivante est singulière, chaque comportement est singulier, chaque comportement est anecdotique. C'est-à-dire qu'on est confronté, nous scientifiques, à faire le grand écart, à utiliser des méthodes rigoureuses qui s'appuient sur des analyses mathématiques et statistiques, pour décrire le vivant qui n'est que de la singularité. Il n'y a pas une seule créature qui soit identique à l'autre, et chaque personnalité qui se développe, tout est différent, chaque moment est différent. Il n'y a que, le vivant est que de la singularité de l'instant. Donc, on a du mal à raconter ça, surtout quand après on veut parler de Elliot le cachalot, etc. Merci beaucoup, Solal Moison, sur le fait de s'extraire un peu de nos réalités, notre vision, et de s'extraire aussi de notre confort. Quand tu lances Pourquoi on se bat et quand tu lances Glacier aussi, c'est peut-être plutôt sur Glacier que j'aimerais que tu parles. Comment est-ce que tu l'as fait, ce film? Je veux dire, physiquement, comment est-ce que ton corps et le corps de tes équipes ont été impliqués pour tourner ce court-métrage? Ouais, en fait, quand on essaye de faire des projets comme ça où on prend le temps de faire le projet, parce qu'évidemment, Pourquoi on se bat et Glacier, c'est plusieurs mois à chaque fois soit de préparation, soit carrément de tournage. Que ça soit pour Pourquoi on se bat quand il a fallu se mettre dans ce petit bateau et beaucoup trop petit, et aussi même quand on fait de l'affût, etc. Moi, pour être tout à fait honnête, j'ai clairement le corps d'un citadin, d'un homme qui n'a pas de patience. Je suis vraiment le cliché du Parisien dans toute sa splendeur, et donc du coup le fait d'attendre, le fait de s'ennuyer, parce que sur un bateau
on s'ennuie. C'est quelque chose qui était volontaire en fait, de se mettre aussi dans cet état-là et de le filmer. Je pense juste, pardon, je te coupe juste, c'est parce que ça m'y fait penser. Sur le bateau, justement, il y avait l'un des navigateurs, l'un des scientifiques, qui disait sur le bateau, on voit qui est la vraie personne en face de nous. Ouais. Oui, parce que effectivement, comme on n'a rien à faire, la personnalité intervient. C'est-à-dire qu'on ne peut plus trop cacher qui on est, puisque au bout de 5 jours, une fois que le mal de mer est passé, 4 jours pour moi, c'était pas mal, au bout d'un moment, en fait, le corps n'en peut plus, et donc du coup, on a du mal à faire le masque, voilà, le fameux masque social. Le masque social tombe assez rapidement, et effectivement, ça nous permet de se confronter à nous-mêmes et se confronter aux autres, évidemment. Vous inquiétez pas, ça s'est très bien passé. Mais je me suis quand même fait engueuler, mais ça, c'est pas grave. Et oui, en gros, dans la manière de faire les films, quand on a fait Glacier, la volonté aussi de faire ce genre de film, c'est, donc pour le contexte, pardon, Glacier, c'est une histoire, il y a une fiction, et en parallèle de ça, il y a un orchestre joué par le Curieux Orchestre. D'ailleurs, il y a Daniel Sicard qui joue dans la salle qui est là. En gros, on voulait raconter cette histoire on emmène un orchestre dans les montagnes, et on voulait filmer aussi, du coup, une histoire d'un père et son fils qui montent une montagne, et il y a un aspect symbolique, il y a une relation qui évolue, donc voilà, une histoire un peu classique, mais le but étant de montrer un peu les paysages et de montrer aussi ce que c'est l'effort que vont parcourir les personnages. On voulait le vivre aussi avec eux. Et on a fait ce choix-là de prendre l'équipe, de faire une équipe de tournage et de leur dire, les amis, on va y aller avec nos pattes, on va prendre le matériel sur le dos. On a dû dormir dans un refuge tout en haut. Il n'y avait pas de remontée mécanique, enfin il y en avait, mais on ne les a pas prises. Il y avait des remontées mécaniques, on a décidé de le faire vraiment à l'effort physique. On a dû dormir avec nos batteries de caméra, parce qu'en fait, les batteries caméra avec le froid, elles descendent beaucoup trop vite. Donc on était entourés de nos batteries comme ça, dans le lit, chacun. Ça a permis de se rapprocher aussi socialement avec l'équipe de tournage. On n'a jamais été aussi proches. D'ailleurs, les gens aujourd'hui se voient encore de l'équipe de tournage. Mais il y a plus d'horizontalité d'un coup. Oui, tout à fait. Il n'y a plus de hiérarchie. Et en fait, faire ce film-là, en fait, le film en lui-même a été aussi important que le making-of du film. Toute l'histoire qu'on raconte de comment est-ce qu'on a fait le film a presque un message plus important que le film en lui-même. C'est ça qui est fou. Parce qu'on voit des êtres humains se dire « Ok, on va essayer de changer notre manière de faire les choses et on va essayer de vivre ce que vivent les personnages du film. » Et c'était hyper improbable. Et dernière anecdote, c'est trop chouette. En gros, quand on a imaginé le film, je voulais qu'il y ait à un moment donné, il y ait un aigle qui puisse apparaître à l'image, parce que je voulais que le père, vu qu'il s'y connaît, qui est guide de haute montagne, machin, puisse le voir très vite. Il le voit tout de suite. Et je voulais que son fils le voit pas tout de suite, parce qu'il galère, il n'est pas concentré, il n'est pas dans le moment présent, etc. Et puis à un moment donné, il le voit. Donc j'avais imaginé le scénario, je m'étais dit, bon, on n'aura jamais d'aigle sur place, on n'a pas l'argent pour le faire, on va trouver un plan d'illustration qu'on aura trouvé sur Internet d'un aigle perché dans les roches, et on fera un raccord avec le film. On est sur le tournage, on a déjà fait 2 jours de tournage, on est un peu exténué, mais il nous faut terminer cette séquence. On est tout en haut de la montagne, on est en train de monter, il y a des gens qui galèrent, il y a des gens qui ont perdu leur ski, enfin bref, c'est la cata. Et tout d'un coup, au-dessus de nous, un oiseau qui est un des plus grands rapaces, je crois, le gypaète barbu, qui peut aller jusqu'à 3 mètres d'envergure, je vous laisse imaginer l'oiseau imposant, qui apparaît au-dessus de nous comme ça. Et donc là, toute l'équipe gueule à Louis, qui est donc le chef-op qui s'occupe de l'image. « Louis, sors la caméra !» Donc là, Louis il crée sa caméra, il monte la caméra rapidement, et il essaye de choper le gypaète. Et moi j'ai le moniteur sous les yeux, et je vois qu'il galère. Et je me dis, oh non, il va se barrer, on va jamais l'avoir. Donc il est là, il fait ça, et puis il fait... Comme on a une longue focale, on essaie d'avoir l'oiseau précisément, donc il galère, et puis à un moment donné, il le chope comme ça, et c'est là où il est très fort, c'est qu'il le chope et il le lâche plus, quoi. Donc on le voit, il tourne autour de nous, et puis il s'en va derrière une montagne. Et dans l'histoire, moi j'avais écrit que le fils galérait à le voir, et donc en fait, la jumelle de notre personnage, c'était la caméra, et donc du coup, le moment où Louis n'arrivait pas à trouver l'oiseau, c'était le personnage qui était comme ça, en train de faire « je vois pas » quoi. Et en fait, cette séquence ne pouvait pas être écrite, et elle a été écrite par la nature, et ce qui était fou, c'est que si on l'avait pas fait de cette manière-là, on n'aurait jamais vu l'oiseau comme ça. Je veux dire, c'est parce qu'on a pris le temps, on a vécu des heures dans le dehors,
n'y a pas eu cette remontée mécanique, on n'aurait pas eu le matériel sur nous. Enfin, en fait, plein de choses qui ont fait que cette séquence a pu aboutir. C'est aussi grâce à la manière dont ça a été fait, quoi. Et Voilà. le fait de se prendre au jeu aussi avec les difficultés qui sont, enfin les difficultés, en tout cas les réalités plutôt, qui sont celles autour de vous pendant le tournage. Un autre exemple, et parce qu'on aime bien les anecdotes quand même, un autre exemple, c'est quand tu as filmé Jade, la danseuse dans Pourquoi on se bat, dans la mer en Islande. Et je veux bien que tu racontes ce moment parce qu'en effet, c'est assez fort. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as fait un petit peu peur quand tu as dit on va essayer de reconnecter avec nos corps. Je me suis dit, elle va nous apprendre à danser. J'étais en mode, genre, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Quand on a fait les documentaires avec Pourquoi on se bat, le but, quand on a pris Jade avec nous, je me suis dit, ok, elle est danseuse, peut-être qu'elle peut apporter quelque chose que nous, Camille et moi, on n'arrive pas à apporter. Effectivement, la danse, c'est clairement quelque chose qu'on ne maîtrise pas avec Camille. Un jour, on fera une vidéo de ça avec Camille, je pense, parce qu'on est tellement nuls. En fait, Jade arrive et on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir amener la danse dans ce film-là. Et donc, au début, on est sur un bateau, donc compliqué de danser sur un bateau. Et puis, vient ces interviews de différents scientifiques. Et nous, on est un peu abattus parce qu'ils nous disent, on vient d'enchaîner 3 glaciologues qui nous disent, les glaciers, c'est terminé. Genre, super. Et donc, il fait pas beau. On est dans un chalet en Islande. On est en train on essaie de se reposer. Et je vois le temps et on est à côté d'une plage. Et je dis à Jade, je sais que tu n'as pas du tout envie de faire ça, mais est-ce qu'on n'irait pas, à la plage et est-ce qu'on n'irait pas essayer de filmer un peu de danse et tout. On y va. Elle met son petit pull bleu et on arrive sur la plage et on arrive bien trop tard parce qu'on était tellement épuisés qu'on a repoussé. On arrive presque quasiment, on dit entre chien et loup au cinéma. Donc on arrive vraiment à la fin de la journée et je fais ce premier plan de drone pour introduire le truc et après je me mets avec elle et j'essaye de danser avec elle. C'est-à-dire que j'essaye de suivre son mouvement et de rentrer dans l'émotion qu'il a parcours. Derrière la caméra. Derrière la caméra. On dirait comme ça que Oui. tu es en train de danser avec elle. Mais je ne danse pas avec elle. Je suis avec la caméra. Et en fait, ce qui s'est créé à ce moment-là, c'est que je pense qu'on a débriefé un peu tous les deux à côté, c'est que pris de l'émotion de ce qui venait de nous être dit, on a essayé de se libérer un peu de ce truc-là et de le traduire un peu corporellement parlant. Et ces séquences-là, elles sont hyper chouettes parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. On arrive dans ce paysage-là, il est magnifique parce qu'on a une plage de sable noir et on a les vagues qui arrivent dessus. Et comme le sable est noir, l'écume faite par la mer devient toute blanche. Donc on a blanc, noir, on a une espèce de contraste énorme qui se crée. Et en fonction des vagues et en fonction de la proximité de la vague, tout d'un coup, la lumière se reflète alors que le sol est blanc, donc le sol est noir. Donc on a vraiment un contraste qui se crée. Et puis quand Jade avance dans la mer, tout d'un coup, toute la lumière se reflète sur l'écume. Donc on a des changements de lumière incroyables qui sont tout à fait naturels. Et elle joue avec ça. Elle court, elle danse, etc. Et pour moi, c'est un moment extrêmement important dans le film. Et aujourd'hui, les gens qui ont pu voir le film m'ont souvent dit, c'est ces moments-là où l'information infuse. C'est les moments où on a besoin de temps pour digérer ce qui vient de s'être dit. Et ça venait un petit peu, c'était une prise de conscience de ma part de, quand je regarde un documentaire, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et la plupart du temps, les choses, je les retiens pas ou je les capte pas. Et c'est des moments comme ça où on a besoin de se poser, de ressentir les choses. Et la danse est, je pense, un des meilleurs moyens pour ça. Vous sentez la digestion qui arrive ? Jeanne-Marie, toi aussi tu travailles en collectif et notamment dans le podcast il n'y a pas 50 personnes, c'est pas toute une équipe qui est autour des journalistes ou des documentaristes pour enregistrer. Mais par contre, tu travailles avec un réalisateur. Est-ce qu'en podcast, tu peux expliquer ce qu'est un réalisateur et comment est-ce que vous avez travaillé, tu en parlais tout à l'heure, déjà, première question, c'est quoi un réalisateur en podcast ? Très bonne question, parce que parfois, même selon les studios, ce n'est pas la même définition. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, pour parler de Arte Radio, en gros, il y a les auteurs et les autrices qui sont externes à Arte et qui proposent des projets et qui vont... Allô ? Oui, c'est Allô. Allô.
Bref. Donc on propose nos projets, on va écrire tout le projet, etc. On va aller sur le terrain, faire les interviews. Et ensuite, on ramène toute la matière sonore. Moi, j'ai fait un premier montage, une première mouture. Et ensuite, on va chez Arte Radio. Et ça, c'est pas le cas dans tous les studios, pour travailler avec un réalisateur. Donc, moi, j'ai travaillé avec Charlie Marcelet, qui est réalisateur chez Arte Radio depuis 20 ans. Et donc le travail de réalisation, ça va être vraiment de sublimer cette matière sonore et d'apporter de la musique s'il y a besoin de musique, de mettre des effets, de clarifier les voix, pourquoi pas aussi de revoir la structure. Moi, je trouve que l'image qui me parle le plus, c'est pour le réalisateur. Dans les livres pour enfants, on a soit des livres à plat, et parfois il y a des livres qui font leur comme ça. Et ben c'est complètement ça la réalisation dans le podcast. C'est que tu as l'histoire, tu as le fond, tu as les rebondissements que le journaliste enregistre, et d'un coup il y a tout est sublimé et tout prend en 3D en fait. C'est vraiment cette image, je trouve. Ouais, c'est exactement ça. Et ça prend vraiment une dimension, mais qui n'a rien à voir, et c'est vraiment ça sublimé par la matière sonore. Et comment, justement, avec Charlie Marcelet, a réussi, Marcelet, a réussi à travailler la place du son qui était enregistré par les scientifiques et que tu as enregistré, et la place de la musique? Oui. Alors déjà, peut-être rappeler un peu ce que c'est notre podcast, parce que je ne sais pas si tout le monde l'a écouté. Donc Le Chant de l'Extinction, c'est un podcast, c'est une série documentaire en 3 épisodes de 25 minutes à peu près. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire ressentir l'extinction du vivant par le prisme sonore. Et donc je suis allée interviewer des scientifiques qui travaillent sur la crise du vivant, mais par des enregistrements. Donc ils vont sur le terrain enregistrer des espèces ou des écosystèmes et qui ensuite en tirent des conclusions scientifiques. Et donc je suis allée sur le terrain, donc il y a des sons de terrain, mais il y a aussi leurs enregistrements à eux, quand je ne pouvais pas malheureusement aller en Guyane ou en mer d'Islande pour aller capter les sons avec eux. Et donc, il y avait effectivement un énorme travail sur le son, parce qu'il y avait toute cette matière sonore entre les interviews, la partie vraiment reportage de terrain. Je suis allée, par exemple, dans le Finistère, répertorier les oiseaux migrateurs qui reviennent au printemps, et les interviews et les enregistrements. Donc, il y a un gros travail ensuite de réalisation pour voir comment on organise, on orchestre, on agence tout ça. Et comment j'ai travaillé, en fait... Il a fallu à chaque fois un peu se remettre en tête que le principe de base, c'était vraiment l'immersion sonore. Et ce qu'on voulait mettre en avant, c'était les sons qu'on n'entend pas beaucoup, qu'on a entendu là au début et qu'on connaît très peu. Et on voulait vraiment laisser la place au son. Donc au final, la musique, elle vient, mais très ponctuellement. Il n'y a vraiment pas beaucoup de musique dans ce... Parce qu'on ne voulait pas mêler aussi les sons du vivant, plus de la musique. On voulait vraiment... En plus, j'ai la chance d'avoir eu notamment Marc Namblard, qui est un audio-naturaliste, qui enregistre des sons incroyables, qui a bien voulu céder gratuitement ces sons-là. Donc en fait, juste écouter pendant 5 minutes les sons des lacs gelés, ça se suffit à soi-même. Et lui qui en parle en plus de façon merveilleuse. Donc il n'y avait pas besoin de trop d'ajouter de musique, mais à certains moments clés, il y en avait, et notamment pour favoriser l'immersion. Et par exemple, il y a une scène, un passage où on est avec Charlotte Curé, qui est une scientifique qui étudie, tu la connais peut-être, qui étudie les cétacés. Et donc, elle nous raconte comment elle travaille, elle. Et je voulais aussi ce côté immersif, qu'on soit avec les scientifiques et pas juste, encore une fois, qui nous rappellent les données. Et donc, comment ils travaillent. Donc, elle va en mer d'Islande pour chercher des cétacés et ensuite étudier. Elle leur colle des balises sur le dos pour ensuite étudier leur communication. Donc, les fameux clic-clic que je ne vais pas refaire parce que François les fait très bien, mais elle analyse ces communications acoustiques des cétacés. Et donc, elle raconte qu'elle est sur son bateau, qu'il faut qu'elle est avec ses jumelles, elle essaie de repérer, je ne sais pas, les cachalots, elle repère les souffles. Et donc, moi, je n'étais pas avec elle sur le bateau. Nous, on était dans son bureau. J'étais dans son bureau avec mon micro. Et donc, comment on recrée l'immersion pour qu'on ait l'impression d'être avec elle sur le bateau. Et donc, ça, c'est vraiment le travail avec le réalisateur d'avoir des sons de bateau, le souffle, les petits clics, clics, clics. On aurait dû faire appel à François pour cette partie bruitage. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment ça le travail de réalisation sur ce podcast. Et une dernière petite question, et après, je pourrais prendre des questions du public. Si vous en avez, n'hésitez pas à préparer vos doigts. Le placement de ta voix, à la fois sur le fond et sur la forme, comment est-ce que tu t'es placée dans ce podcast ? Ça, c'est un vrai sujet. Si vous connaissez un peu les podcasts documentaires, notamment les podcasts qu'on dit natifs, il y a tout un enjeu autour du jeu.
Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là. Est-ce qu'on doit parler en jeu? Est-ce qu'on doit rester neutre, objectif? Et en fait, le parti pris en général du podcast, c'est plutôt d'être très incarné et d'être avec le jeu et de dire bah, moi, je m'intéresse au son du vivant parce que si, parce que ça. Donc en fait, on est un peu parti là-dessus au début, je pense, limite peut-être par automatisme, enfin je sais pas. Et j'avais des micros qui étaient, enfin des voix off qui étaient très incarnées, où j'étais très présente. Et en fait, quand on est arrivé au moment de la réalisation, on s'est rendu compte bah, que c'était pas forcément nécessaire, que mon expérience personnelle, elle n'apportait pas grand-chose. Et encore une fois, on est reparti du concept de base, qui était de faire entendre les animaux non humains qu'on entend très peu. Et les autres histoires. Et d'autres histoires. Exactement. Et donc, on a vraiment supprimé beaucoup de mes micros et beaucoup de tous ces passages très incarnés. Et après, après, j'avais fait aussi un travail vraiment de pédagogie pour comprendre des concepts scientifiques, etc., que j'ai beaucoup moins fait. Et donc, j'espère que c'est quand même compréhensible. Mais en fait, c'était vraiment l'idée de laisser beaucoup de place au son avant tout et à l'expérience sensorielle pour revenir au sujet du jour. Oui, c'est vraiment ça, sur l'expérience. Vous voulez redire un mot ? C'est toute l'œuvre de Jacques Perrin et Jacques Clouseau, le film Océan. On a commencé par écrire un scénario qui faisait 3h30 et qui était une fiction et qui parlait de la mer à travers des personnages. Et après 2 ans, le scénario est épais comme ça, hein, Jacques est arrivé, on va garder l'essentiel. Et les hommes ont été effacés et l'idée c'était être poisson parmi les poissons et dauphin parmi les dauphins. L'essentiel, c'est les vivants. On laisse une petite minute de silence. J'espère que la digestion se passe toujours bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, monsieur. Nous arrivons à un point où, avec nos technologies d'enregistrement distinctes sur les baleines, telles que vous le décrivez tout à l'heure, on arrive à un point que j'appelle la pierre de Rosette. C'est-à-dire comme Champollion. Est-ce que vous pensez que d'ici quelque temps, avec l'aide de l'intelligence artificielle, on va arriver à rentrer en contact avec le vivant? Alors, on rentre en contact avec les baleines, on rentre en contact avec les cachalots, ils nous interpellent, mais il n'y aura pas de pierre de Rosette. Je ne crois pas à ça, pour 2 raisons. Parce qu'ils n'ont aucune raison d'avoir inventé un langage qui soit comparable au nôtre, avec des mots, des phrases. Ils vivent dans un autre monde, ils ont d'autres sens. Communiquer, on a trop ici l'envie de réduire la communication à l'échange sonore et à imaginer que oui, ils ont eux aussi un langage structuré, etc. Alors moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense, et nous le faisons en ce moment même avec les cachalots, que nous pouvons associer des expressions sonores, ici une expression à 8 clics qu'on a associée à une demande de contact physique. En 2 mots, quand un cachalot fait et que l'autre répond, ils se rapprochent et ils ont des contacts physiques. Ok, ça, on doit pouvoir arriver à le faire avec un grand spectre, donc des tas de correspondances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que je veux un câlin? Ça veut dire, viens ici et soumets-toi. En 2 mots, après ça, retraduire ça en mots, c'est absurde. Vraiment, je pense que ce serait la même démarche que si on voulait traduire en mots, grâce à une pierre de Rosette, une symphonie de Mozart. Et pourtant, la musique est très, très structurée. C'est aussi quelque chose qui communique de l'émotion. Il y a des musiques qui communiquent de l'information. Et pourtant, on ne va pas le traduire en mots. Donc, je pense que, intelligence artificielle ou pas, on n'arrivera pas à dialoguer avec les cétacés. En revanche, qu'on puisse communiquer, oui. Et cette communication, elle est d'un autre ordre. Il n'y a pas de vivant qui ne communique pas. Nous communiquons tous entre nous. Tous les vivants communiquent. Hein, que ce soit par simplement, je t'entends, tu me reçois. Après ça,
Voilà mon point de vue. Merci beaucoup. Je vais prendre 2 questions à la suite. Là et là. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour les émotions que vous nous avez transmises. Mes élèves et moi-même, nous en avons vécu une inoubliable à la Fondation Cartier lors de l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux, avec cette pièce et les enregistrements de Bernie Krause. Vraiment, rien que d'y penser aujourd'hui, c'est encore bouleversant. C'est-à-dire qu'on voit effectivement, on entend, mais on voit aussi, on entend l'enregistrement d'un biotope depuis les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on entend la vie s'éteindre. Je voulais savoir si vous vous étiez inspiré du travail de Bernie Krause. Et en matière d'éducation, quelles sont les actions que vous menez? Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre une 2e question et après je vous laisserai. Bonjour, merci à tous les 3. Je me posais la question, dans la nature, on sait qu'il y a des milliers, voire des millions d'espèces qui sont invisibles, qui sont qu'on n'entend pas. Comment est-ce qu'on peut les sublimer justement et rendre visibles quelque part et mettre en avant cette nature invisible et silencieuse? Et moi, je rajouterais à cette question, est-ce qu'il est nécessaire de les rendre visibles et audibles? Peut-être sur les premières questions de Madame, à la fois sur la musique et sur l'éducation. Jeanne-Marie? Pour remettre un peu de contexte, Bernie Krause, donc c'est un, comment il se décrit, éco-acousticien, bon, en tout cas il était, je crois qu'il travaillait il était musicien dans les années 70, c'est ça. Et il s'est mis à écouter des sons de la nature, et c'était l'un des premiers vraiment à aller enregistrer des sons de nature. Et donc il se trouve qu'il habite en Californie, et donc il habite juste à côté d'un grand parc qui a un écosystème assez incroyable. Et il s'est mis à enregistrer tous les ans, le même jour, avec le même protocole scientifique, enfin scientifique, c'est pas un scientifique, mais en tout cas avec le même protocole, les sons de cet écosystème. Et effectivement, entre les années 70 et aujourd'hui, on voit une disparition extrêmement inquiétante, et notamment parce qu'il vit aussi dans la zone des feux de forêt. Donc en fait, sur les derniers énormes feux en Californie, il y a eu une extinction massive de cette zone. Lui-même, sa maison a brûlé, hein. Il a dû fuir entre les flammes au dernier moment. Voilà. Donc, et donc effectivement, c'est assez saisissant. Et j'avais préinterviewé Bernie Krause pour peut-être faire figurer ces sons-là. Et au final, on a fait le choix de ne pas les faire figurer parce que j'avais le sentiment que c'était déjà quand même assez connu, enfin connu, pas très connu, mais en tout cas, on les a peut-être déjà entendus. En tout cas, ce n'est pas un choix qui a été fait. On s'est dit que ça ne fonctionnait pas si bien finalement. Voilà, c'est pour répondre à votre question, je crois. Merci beaucoup. Peut-être pour Solal Moison, est-ce que tu as des choses en tête sur la médiation ou autre chose? J'allais répondre. Ah. 1, 2, 1, 2. Ouais, si, c'est bon. Ah. Tiens. Je vais avoir 3 micros. Non, les 2 sont... Donc, 1, 2. Ouais, c'est bon. Non, j'allais répondre à la 2e question, mais peut-être que François n'aura pas la même réponse que moi. Sur les différents sujets qui concernent les espèces qu'on ne voit pas bien ou qu'on voit trop peu ou qu'on ne voit pas du tout, moi j'ai le sentiment quand même que quand on arrive à le traduire, que ce soit au niveau sonore ou que ce soit à l'image, il y a toujours une implication émotionnelle plus forte. Et là, je pense par exemple les belugas, typiquement le son des belugas, vu qu'il n'est pas audible pour nous, c'est très difficile pour nous de se projeter, alors que dès qu'il est dans notre spectre sonore, tout d'un coup, on s'y attache. Et je prendrai un exemple très simple, c'est un des combats qu'on a mené pas mal avec Camille, c'est le deep sea mining. Et le deep sea mining, il y a un truc fou dans cette histoire, c'est que donc, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est l'industrie qui veut essayer de choper les minerais qui sont tout en bas de l'océan. On parle vraiment de l'océan profond. Et on connaît tellement peu, on connaît en fait moins cet espace que l'espace lunaire, c'est-à-dire qu'on connaît moins la surface de l'océan que la surface de la Lune. Et en fait, il y a des espèces qu'on ne connaît pas du tout, on en découvre encore aujourd'hui. Et quand on s'est battu sur cette question, et on se bat encore aujourd'hui, parce que là, vu qu'il y a Trump qui arrive, il est en train de tout défoncer, tout le travail qu'on avait fait, qui est là, ouais. On a découvert des espèces, et en fait, en les montrant
en ayant des photos, en ayant des premières vidéos. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sur YouTube les scientifiques qui découvrent en direct la première fois des espèces. On les voit, ils ont leur petit... c'est un drone de mer du coup. Ils envoient leur petit sous-marin comme ça et ils tombent sur une espèce, ils sont en mode « Oh my God !» Et genre vraiment, ils sont « Mais c'est pas possible !» et tout. Et ce qui est fou dans le deep sea mining, c'est qu'on a des espèces on a l'impression que c'est des enfants qui ont dessiné un monstre ou une espèce comme ça, et tout d'un coup, et elle existe en fait, avec des cerveaux transparents, etc. Enfin bref. Et le fait de le montrer, et de montrer aux gens, regardez, il y a cette espèce qui fonctionne comme ça. Elle a ce phénomène incroyable. Il y en a un qui a une espèce de lampe comme ça, qui attire les autres poissons pour les bouffer juste après. T'as dit quoi? La boudreau des abysses. En gros, ces espèces-là, ça a permis de créer l'empathie avec les gens, et ça a clairement permis de soulever plus de gens sur le combat, etc. Donc il y a une vraie nécessité quand même de montrer, d'écouter, de les représenter d'une certaine manière. Ça peut être d'ailleurs la peinture ou autre chose, hein, mais en tout cas, les voir, les montrer, c'est important, quoi. Je suis complètement d'accord. Il faut donner existence aux autres vivants, sinon ils sont rien. Et aujourd'hui, en particulier en mer, en dehors de 150 espèces qu'on exploite et de quelques espèces emblématiques, les 250 000 espèces qu'on a décrites et les millions qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra peut-être jamais, sont résumés à rien. Comment est-ce qu'on peut ajuster notre activité si on considère qu'en face, il n'y a rien? Les dégâts collatéraux du chalutage, dont on parlait tout à l'heure, c'est rien, parce que toutes les espèces sont même pas considérées comme de la matière organique. Par conséquent, chaque fois que l'on peut donner existence à une espèce, à un individu, eh bien, tout d'un coup, il est en face de nous, et alors on se dit, ok, on va essayer d'ajuster notre place, notre droit de vivre à ton droit d'exister. Donc oui, je crois que ces outils sont formidables parce qu'ils nous permettent de nous rendre compte qu'on est au milieu d'autres et qu'on a des liens avec les autres vivants. Et alors, très pratiquement, tous les jours, tous les matins et tous les soirs à la maison, nous utilisons un truc que j'aime pas du tout, mais pas du tout, téléphone portable ou tablette, vous chargez soit BirdNet, soit Merlin Bird, et vous le mettez. Et tout d'un coup, il y a un troglodyte mignon. Tu l'as vu? Non. Il est là dans les buissons. Oh! Et le soir, ah ben c'est une pipistrelle. Tu l'as vu? Non. Mais regarde comme elle chante. C'est formidable. Parce que tout d'un coup, vous êtes en communication avec ces autres qui sont là parce que vous les écoutez. Eux, ils vous ont déjà perçu. Donc là. Et ça donne corps à ça. Et tout d'un coup, vous les aimez. Mais vous les aimez. Et vous vous dites, mais je ne voudrais pas que le ruisseau s'arrête de couler parce que où est-ce qu'ils vont boire? Le monde, tout d'un coup, qui vous était peut-être un peu indifférent parce qu'il n'avait pas d'existence, vous devient si fort attaché. C'est... Voilà. Ah oui, une question. La dame demande comment on va faire avec les plantes. Ce sera la dernière. Plantes qui alors, par rapport aux animaux, mais alors là, elles existent absolument pas. La singularité d'un arbre, vous parlez à l'ONF avec ça. Oui, mais il y a mais il y a, on met pas en concurrence. On a dit singularité de chaque être vivant. Donc chaque être vivant inclut aussi les végétaux, les bactéries, tous les groupes qui sont vivants aujourd'hui et avec lesquels nous avons 3,8 milliards d'années de coévolution et par conséquent avec lesquels nous sommes irréductiblement liés. Voilà pourquoi chaque fois qu'on agresse les autres vivants, nous nous agressons nous-mêmes parce que nous sommes en communication tous. Et ça, vous l'entendez notamment dans le podcast de Jeanne-Marie, Le chant de l'extinction. Je suis désolée, je vais devoir rendre le micro pour laisser la parole pour les autres débats. Merci beaucoup d'avoir été présent. Il y a une signature de François Sarano juste après.
juste en haut sur la scène. Merci François Sarano, Jeanne-Marie Desnos, Solal Moisan, merci à vous. Et le débat continue avec Margot Lacroux qui peut venir sur scène, avec Yves Lévy, avec Marie-Amandine Stévenin, avec Stéphane Junique et avec Dan Lert. Donc restez là pour poser toutes vos questions sur la question de la qualité de l'eau. Ce sera un débat assez horizontal, donc n'hésitez pas à rester. Excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.